Donc si vous avez quelques questions que vous voulez poser maintenant, pour les minutes qui nous restent, c'est bien volontiers, je pense que nos différents orateurs pourront y répondre. Oui, je vois déjà une main qui se lève. Si vous voulez juste vous présenter et faire en sorte que nous puissions arriver assez vite à la question. Merci. Oui, Odile Jacquemin. Vous avez situé, Madame Olga, je ne sais pas votre nom, Zrion, pardon, cette journée dans un débat bien plus important, puisque vous avez évoqué le robot, donc celui du rapport de l'homme à la machine. Et du coup, puisque l'enjeu de ce troisième temps fort est sur la dimension sociale, en réfléchissant, en voyant ces travaux présentés sur l'accès à la lecture, je m'interrogeais sur les publics malentendants et malvoyants. Donc je voulais savoir si nos chercheurs, par exemple, ont ce type de travaux sur où le projet lui-même pourrait, comment il pourrait aborder ou répondre à ces questions de l'accès, de l'impact du numérique sur l'apprentissage de la langue des signes. Par rapport à ces questions du gestuel. Et puis, on sait qu'aujourd'hui, il y a des machines qui sont encore très chères, des logiciels qui ne sont peut-être pas accessibles partout dans toutes les médiathèques et dans toutes les bibliothèques, mais qu'il existe des machines pour les non-voyants qui font que, du coup, le braille est un peu en voie de disparition. Vous pourrez être remplacé par certains logiciels. Donc voilà, je voulais savoir s'il y avait des travaux ou des expériences déjà sur ces deux prolongement. Donc je ne sais pas si Monsieur Velay, Monsieur Morès peut également répondre. Hein, je veux dire, Mme Kandinsky, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des informations sur ce type de recherche actuellement? Moi, je n'ai pas d'informations, en tout cas, sur des recherches plus, je dirais, d'efficacité en termes de l'un ou l'autre type de logiciel, parce que ce n'est pas mon domaine. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, en ce qui concerne les aveugles, là, il y a eu des recherches sur les mécanismes cérébraux impliqués dans la lecture du braille, puisque là, il s'agit d'une entrée tout à fait différente. Et une entrée, je veux dire en termes d'entrée sensorielle. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce qu'on voit chez les aveugles, c'est exactement en fait le développement exactement de la même zone cérébrale que celle que je vous ai illustrée aujourd'hui, la boîte aux lettres du cerveau, qui de manière malheureuse, en fait en anglais a été appelée Visual Wolfram Area. Ça montre bien que c'est pas visuel. En fait, c'est notre cerveau, c'est une espèce de magnifique boîte à outils qui s'arrange sur base d'une forme d'entrée. Cette forme, elle peut être tactile, ou elle peut être sonore, ou elle peut être visuelle. Sur base d'une forme d'entrée, elle doit associer autre chose. C'est avec ça que notre cerveau travaille, bricole, disons. Et donc, il n'y a pas, a priori, de raison de penser qu'un aveugle va fonctionner autrement que nous, au niveau cérébral. Donc, toute la question maintenant, c'est une question, cette fois-ci, de développer évidemment des logiciels qui, au niveau technologique, cette fois-ci, peuvent leur simplifier la vie et ne pas les obliger à se limiter, disons, au recours de ce qu'il y avait avant dans le braille. Effectivement, il existe même des recherches là-dessus de transformation, notamment de l'information visuelle directement en son. Donc, il y a plein enfin, c'est un champ de recherche, mais technologique, cette fois-ci, immense, mais sans qu'on croit qu'il y ait une différence cérébrale importante. Au niveau des sourds, je ne suis pas du tout spécialiste, mais là, par contre, évidemment, la donne est changée. Elle est changée. Pourquoi? C'est parce que, je vous ai dit que, bon, lire, quel que soit le système d'écriture, c'est finalement retrouver des informations liées à la parole sur base du visuel. Eh bien, le problème de la personne sourde, c'est que ces informations de nature, disons, sonore, il n'y a pas ou peu accès, selon le degré auquel il est malentendant. Donc, tout ce qui est représentation phonologique, que nous appelons donc spécifique de la parole, il est difficile, évidemment, de le développer chez une personne sourde. Alors, dans quelle mesure tout cela peut être compensé dans un système totalement différent comme le système visuel, donc la langue des signes par exemple,
Moi, je ne m'y connais pas assez pour le dire. Ce que je peux dire quand même, c'est que la langue des signes ne va pas donner de pistes phonologiques qui vont aider à la lecture. Donc souvent, les sourds vont avoir de gros problèmes d'acquisition de la lecture. Il y a d'autres approches d'aide à la sourdité, hein, notamment ce qu'on appelle le langage parlé complété, qui est en fait un langage qui se base sur la lecture labiale, mais qui la désambiguise grâce, disons, à des gestes qui ajoutent de l'information pour, disons, retirer tout ce qui pourrait être sosie labiaux. Et ces enfants-là arrivent, sourds donc, arrivent à développer des représentations phonologiques qui leur permettent d'apprendre mieux à lire. Donc il faut retenir que l'apprentissage de la lecture pour un sourd est un problème beaucoup plus en fait que pour un aveugle. Le reste sont des questions de portabilité, d'ingénierie, de technologie, auxquelles je ne pourrais absolument pas répondre, mais peut-être d'autres dans la salle. D'autres questions, d'autres interrogations? Oui, madame, s'il vous plaît, juste derrière vous après. Oui. Vous appuyez, oui, comme ça. Ah oui, voilà, c'est bonjour, Sonia de Clercq de l'ESBL Flora. Cette question s'adresse à Monsieur Vellet. Je me posais la question, vous parliez que travailler par le numérique permettait d'utiliser moins d'énergie motrice et que vous sembliez trouver que c'était un avantage. Alors moi, je voulais vous demander quel était l'avantage d'utiliser moins d'énergie motrice au niveau, je dirais, corporel. Est-ce que c'est pour pouvoir la réinjecter dans d'autres tâches, ou bien est-ce que c'est pour vieillir mieux, ou bien moins vite? Voilà, ça c'est ma question. Peut-être très basique, mais je m'interrogeais. Si j'ai laissé penser que c'était un avantage, c'est probablement que je me suis mal exprimé. En fait, c'est une constatation surtout, c'est que un des arguments pour développer les outils, en particulier les outils numériques, c'est que ça réduit fortement l'investissement énergétique humain. C'est peut-être pas très évident dans le cas de la lecture et de l'écriture, mais prenez par exemple les outils numériques qui ont précédé, comme la conception assistée par ordinateur quand on fabriquait des objets. Prenons le cas de la fabrication des voitures, par exemple. Avant, pour fabriquer une voiture, il fallait passer par des maquettistes, il y avait énormément d'étapes. Aujourd'hui, avec la conception assistée par ordinateur, le travail se fait sur l'ordinateur, uniquement sur l'ordinateur, et ensuite, on a la voiture qui est l'aboutissement de ce travail. Donc, si vous voulez, ça a réduit l'investissement physique humain de façon importante. Et des exemples comme cela, dans le monde industriel, on en trouve un certain nombre. Donc, c'est en ça qu'on peut y voir... après, la question que vous posez, évidemment, elle est très générale, c'est-à-dire que il y a quand même, pour la société, il peut y avoir des avantages à réduire la dépense énergétique. Si vous prenez la mécanisation de l'agriculture, par exemple, c'est clair que ça a changé le travail des agriculteurs dans un sens qu'on peut considérer comme plutôt positif, mais il y a des aspects qui le sont moins, comme vous le savez. Donc, c'est une question un petit peu j'allais dire sociale, forte, à laquelle je peux difficilement répondre. Oui, voilà. Donc, j'ai donné des cours d'alphabétisation. J'ai beaucoup travaillé au niveau de l'oral. Et vu le faible niveau des personnes avec lesquelles je travaillais, puisque je travaillais l'oral, je me demandais comment il était possible d'apprendre donc à des personnes dont ce n'était pas la langue maternelle. Et donc la question de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, d'abord dans la langue maternelle. Donc pour des analphabètes, hein, donc des personnes qui ne savent lire et écrire dans aucune langue, qui n'ont jamais eu de contact avec l'écrit. Et alors la deuxième chose, c'est justement ce qui se passe, c'est qu'il y a un apprentissage simultané en oral et en lecture-écriture. C'est ce qui se passe en tous les cas, c'est ce qui se passe chez nous. Voilà.
Voilà. C'est une question pour Monsieur Velay. Vous avez expliqué que dans les comparaisons entre le support papier et le support numérique, vous aviez ôté la fonction dans le numérique qui permettait de se localiser dans le texte. Et donc, moi, je me pose la question, si on avait laissé cette fonction visible comme elle est actuellement sur tous les supports de lecture numérique, on aurait obtenu les mêmes résultats sur justement les réponses différentes sur la chronologie du récit ou sur la temporalité. Voilà. Ça, c'est une des questions. La deuxième, vous avez parlé des dyslexiques également. Je crois que des études ont été menées sur l'adaptation de la police et de l'écartement entre les lettres qui permet aux dyslexiques justement d'avoir une meilleure appréhension du texte quand il y a une transformation des polices de caractères ou de l'espace entre les caractères et qui permet d'avoir un meilleur niveau de lecture que sur le support papier. Donc voilà, je m'interroge parce que d'une certaine façon, j'ai l'impression que ça donnerait des résultats différents. Et ensuite, je me demande si les chercheurs actuels qui ont un vécu, qui a commencé par le papier et qui sont maintenant en train de s'interroger sur la différence entre le papier et le numérique, est-ce qu'ils ont la plasticité du cerveau nécessaire que pour pouvoir envisager ce que donnera l'usage du numérique avec tous les développements possibles et inimaginables qu'on peut supposer, entre autres sur l'utilisation de la musique, qui est un autre code qui permet aussi d'accéder à des choses du cerveau et qui pourrait accompagner le support de la lecture à certains moments. Voilà. Monsieur, là-bas, oui. Oui, non, oui, non, oui. Non, il n'y a pas de souci. Non, sans être politique. Donc, Michel Roumain du Conseil supérieur de l'éducation aux médias. Je vais poser une question. On a évoqué tout à l'heure le rapport à l'écrit de la dactylographe. Le rapport du dactylographe. C'est un double rapport à l'écrit. Oui, il sera plus confortable comme ça. C'est un double rapport à l'écrit. Parce que la personne qui écrit, c'est celle qui dicte dans un dictaphone à la dactylographe qui reproduit. Il y avait déjà une relation compliquée entre celui qui dictait et qui savait écrire, et celui qui dictait sans avoir écrit et qui avait besoin d'une meilleure secrétaire pour remettre en phrase et remettre en mots ce qui était à écrire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est un domaine qui est en voie de disparition. On a de moins en moins de secrétaires, on tape de plus en plus directement. Par contre, on va assister dans à peu près tous les médias numériques à l'émergence d'une écriture immédiate à la dictée. C'est notamment les recherches vocales qu'on fait. Elles sont extraordinairement puissantes. Les fautes d'orthographe des logiciels de départ sont en train de disparaître. Il y a des correcteurs extraordinaires. Et inversement, parce qu'on a parlé de l'anglais, de la prononciation de l'anglais, il m'arrive occasionnellement de lire une page ou l'autre d'un journal anglais sur mon ordinateur, mais je mets mon ordinateur en position de lecture et un logiciel me lit, me raconte oralement ce que j'écris. Tout ça pour conclure que on observe, c'est un champ de travail énorme d'ailleurs du Conseil de l'éducation aux médias, on observe que la majorité des gens baignent aujourd'hui dans l'oralité de l'audiovisuel, avec un recul de l'écrit, sauf dans certaines catégories. Et je voudrais savoir s'il y a déjà, du point de vue de la neurologie, de la neuropsychologie, des études avancées, ou des hypothèses tout au moins, sur l'impact que ça pourrait avoir entre la relation au monde, la motricité et l'aptitude simplement à construire intellectuellement ou sensiblement des représentations sociales. Non. Personne. Madame, en rose. Allez-y. Donc ma question c'est pour Monsieur Velay. Vous avez parlé donc de la perte de motricité qu'on utilise à clavier, etc. Est-ce que vous avez pensé à aller vers des logiciels
le genre des logiciels de dessin tactile, etc., pour éventuellement pallier le fait que les élèves, les apprenants n'utilisent plus la motricité pour apprendre les lettres. Voilà. Monsieur Velay, je vous propose de répondre. Et puis, il y avait une question sur l'alphabétisation. Peut-être Monsieur Masson, Monsieur Mas. Monsieur Velay. Chronologique inverse, donc je vais répondre à la dernière. Non, on n'a pas fait ça, mais c'est clair que j'ai insisté sur un aspect des nouvelles technologies qui est l'écriture au clavier, qui est une forme d'écriture très différente, mais on peut aussi concevoir que tous les outils numériques ne changent pas fortement l'écriture. Par exemple, on peut écrire à la main avec une tablette, donc il n'est pas du tout impossible que, contrairement à ce que j'ai dit, d'ici quelques années, on utilise les tablettes graphiques à l'école, non pas pour écrire au clavier, mais pour écrire à la main. Et dans ce cas-là, et c'est pareil pour le dessin également, c'est-à-dire que ça pourrait être au contraire quelque chose qui favorise l'apprentissage de l'écriture manuscrite, l'apprentissage de la dextérité graphique, parce que les potentialités d'utilisation des outils numériques de ce point de vue-là sont très grandes. Donc non, on n'a pas... C'est des questions évidemment qu'on se pose, mais on n'a pas réellement... comment dirais-je, travailler dans ce sens-là. Ensuite, je veux répondre à la question précédente sur les représentations sociales et tous les changements induits par ces nouvelles technologies. Et d'ailleurs, ça fait aussi référence à la troisième question de la dame précédente. Est-ce que... Non, je pense que clairement, on n'a pas la plasticité cérébrale qui nous permet d'envisager avec, comment on pourrait dire, avec suffisamment de clarté ce qui va arriver. D'ailleurs, qui dans cette salle serait capable de dire quels vont être les usages et même les outils numériques de demain? Si on avait pris les téléphones, pour revenir à la question du clavier, il y a 20 ans ou 30 ans, quand les premiers téléphones portables sont sortis, et qu'on s'était dit, eh ben voilà, tout le monde va apprendre à écrire avec ces téléphones-là. Je vous rappelle qu'on tapait 3 fois sur la même lettre pour faire un C, 3 fois sur... donc, personne n'avait encore imaginé à ce moment-là qu'on pouvait faire des smartphones qui étaient beaucoup plus simples de ce point de vue-là, de la même manière que pour la reconnaissance orthographique. Donc c'est difficile d'anticiper, évidemment, sur des changements de représentation cérébrale, cognitive, à partir d'un univers qui est très très volatile. Une des caractéristiques principales des nouvelles technologies, c'est leur vitesse d'obsolescence. C'est-à-dire qu'on raisonne aujourd'hui à partir d'outils qui seront probablement obsolètes demain. Et ça rejoint aussi une question que vous posiez, madame. Quand on a fait cette expérience avec les Kindle, par exemple, on avait à notre disposition que des Kindle, il fallait appuyer sur un bouton pour tourner les pages. 3 ans après, on fait la même expérience. Il fallait frotter sur le... Donc... c'est aussi ça qui est très difficile à tenir, à manipuler, pour employer un langage corporel, dans le monde des nouvelles technologies. C'est leur niveau enfin, la vitesse à laquelle ils changent. Et ce qui est un vrai problème, parce que si j'étais ministre de l'Éducation nationale, par exemple, et que je décidais, et comme le font nos ministres, d'introduire les nouvelles technologies à l'école, eh bien, je me baserais sur des connaissances que j'ai aujourd'hui, sans savoir le moins du monde, ou en envisageant très très mal ce que vont être les nouveaux outils de demain. Et donc, comment mettre sur pied des programmes de formation et des enseignants et des enfants avec des technologies qui sont super volatiles? Parce que voilà, le crayon avait quand même, ou a toujours cet avantage, et le crayon et le papier, c'est que même s'il y a eu des évolutions avec le stylo à billes, etc., ça va quand même beaucoup plus lentement. Et donc c'est vrai qu'on manque de plasticité cérébrale pour étudier ces questions-là, parce qu'elles nous dépassent. C'est aussi une des caractéristiques des nouvelles technologies. Encore une fois, c'est la vitesse à laquelle elles permettent d'échanger, mais à la vitesse à laquelle elles changent également elles-mêmes. Et pour répondre à la toute première question que vous posiez, oui, on avait enlevé les numéros de page sur cette expérience.
Alors que si on avait laissé les numéros de page, je ne suis pas sûr qu'on aurait obtenu les mêmes résultats. Mais on l'a fait pourquoi? Parce qu'on voulait voir si on n'a pas ces numéros de page, est-ce qu'on utilise des indices différents dans la manipulation? Et puis également parce que vous savez, quand on fait des expériences avec des sujets humains, à partir du moment où ils sont en situation expérimentale, ils se savent juger, jauger, évaluer, et donc ils ont tendance à chercher tous les moyens d'améliorer leur performance, et qui donc d'un certain point de vue ils auraient triché, certains auraient bien noté les pages, etc. Donc c'était un moyen pour nous d'empêcher ça, mais je suis d'accord avec votre remarque, si on prenait des outils numériques avec toute leur potentialité, peut-être qu'on n'aurait pas obtenu exactement les mêmes résultats. J'ai dû oublier une question au passage. Ah oui, sur la dyslexie. Oui, la question c'était... Oui, c'est une très bonne remarque. On en avait parlé avec Régine avant de faire notre exposé, savoir si on devait l'évoquer ou pas. Voilà, par exemple, un aspect très positif des nouvelles technologies, c'est que ça... Remarquez, on aurait pu le faire aussi avec des livres. Hein. On pourrait faire avec des livres papier, des livres où les caractères sont plus espacés, les lignes sont plus espacées. On sait que les dyslexiques, ça les avantage beaucoup parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet, en anglais, de crowding. Ils ont tendance à fusionner visuellement les lettres quand elles sont trop près les unes des autres, et donc ça les pénalise beaucoup dans la lecture. Donc il y a des applications qui ont été développées maintenant, des collègues marseillais ont contribué avec des collègues italiens, qui permettent des applications donc sur iPhone ou sur tablette, qui permettent pour un dyslexique de choisir l'écartement de ses lettres dans une phrase et l'écartement des lignes, et ça facilite grandement la lecture des dyslexiques. Bravo, voilà un des côtés positifs des nouvelles technologies. Encore une fois, on le voit bien, toutes les potentialités de ces techniques, de ces technologies, elles sont très grandes. On a même du mal à les cerner aujourd'hui tellement elles sont nombreuses. Il y avait encore une question, plus sur l'alphabétisation, comment on rend lettré ou on alphabétise quelqu'un qui n'a pas de base dans une autre langue. Oui, bon, moi je ne suis pas un spécialiste pour vraiment les personnes qui découvrent la langue aussi, puisque c'est vrai que souvent les personnes qui viennent chez nous, elles viennent pour apprendre à lire et à écrire dans une langue qui est pas la leur. Et donc nous, l'optique qu'on a, c'est d'abord travailler la langue au niveau de l'oral, notamment pour façonner un petit peu l'oreille, avant de passer à l'écriture et de ne pas faire directement le passage à l'écriture pour d'abord avoir bien le son. Mais en écoutant les exposés, je me disais, il y avait des éléments certainement assez intéressants à aller chercher et qui avaient tendance à me conforter un petit peu, qu'il fallait quand même d'abord ancrer un petit peu les sons avant de passer directement à l'écrit, quoi. Moi, j'ai une question justement pour les gens qui font de l'alphabétisation, comme vous et votre collègue. Est-ce que vous vous êtes demandé si c'était pas à un moment donné plus simple de faire apprendre à écrire à ces personnes adultes que vous alphabétisez directement au clavier plutôt que de les faire passer par l'apprentissage de la graphomotricité traditionnelle, ou est-ce que ça vous a pas... l'idée même de faire ça ne vous a pas effleuré? Je me disais par exemple que si je devais apprendre le japonais ou le chinois, qui est très compliqué à écrire, comme vous le savez, il y a des manières d'apprendre le chinois qui sont très utilisées et de plus en plus utilisées en Chine avec des claviers maintenant. Donc c'est une déformation un petit peu de la langue chinoise, c'est ce qu'on appelle le pinyin, qui est une transformation de cette langue, et qui quand même permet d'apprendre peut-être plus facilement la langue écrite. Mais alors est-ce que pour un nouvel arrivant, un nouvel apprenant, ça serait pas plus simple? Je ne sais pas si ce serait plus simple. C'est une bonne question. Hein. Ce qui est sûr, c'est que, mais c'est un petit peu, là je vais parler un peu plutôt d'une intuition, c'est que je pense aussi à toute la richesse qu'il y a dans le geste, et on se rend bien compte dans les apprentissages, en tout cas quand on débute vraiment à l'écriture, de l'importance du geste graphique, de travailler ça avec des grands mouvements, et que ça permet d'ancrer d'ancrer la lettre
chez la personne. Et on n'a pas fait d'essai de passer directement au clavier. Il y a parfois des petites expériences un peu comme ça, mais et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on est quand même on a encore besoin quand même de l'écriture manuscrite, et qu'on est encore souvent amené quand même à remplir un formulaire, à écrire un petit mot. Et donc voilà, je pense que c'est important de continuer quand même à apprendre le langage écrit manuscrit, quoi. Eh bien, moi, je vais vous laisser avec toutes vos questions, hein, parce que je vais vous poser la colle de quel clavier on choisit, AZERTY ou QWERTY, hein, puisque si jamais on passait au clavier, on fait quoi? Et en même temps, je crois aussi qu'il y a toutes les questions de, comment dire, de la rapidité, de la volonté, et puis il n'y a rien qui est écrit deux fois de la même manière, donc il y a beaucoup de choses à apprendre. Et puis, est-ce que finalement, apprendre et alphabétiser et éduquer, c'est uniquement mettre des lettres et des mots, même si c'est fondamental? Moi, je crois qu'au travers des mots aussi, pour l'avoir aussi expérimenté, l'usage des mots, la manière dont on va les écrire, cet exercice, ça a aussi une vraie structure dans le domaine dans lequel on vit, en particulier lorsque on est analphabète et qu'on a des enfants auprès desquels on veut être. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se passe dans ce rapport à l'écriture, dans le fait de maîtriser un crayon, ça dépend aussi d'une histoire parfois. C'est très particulier, mais il y a des personnes qui veulent utiliser cet outil parce qu'ils l'ont vu utiliser et qui sont restés avec ce manque pendant des années. Donc je crois qu'il y a énormément de questions.